Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Fly and Ride. On est sur Balado Québec, sur Spotify, sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, c'est un de mes amis, il s'appelle Martin Hamel. Martin, c'est le nouveau propriétaire de l'école de conduite FAST. Pour ceux qui ne connaissent pas l'école de conduite FAST, c'est une des écoles de course ou adaptées plus pour les motosports, peut-être les plus reconnues au Canada. Ça fait 37 ans que ça existe. Le fondateur, c'est Michel Mercier. C'est un des plus grands pilotes qu'il y a eu au Canada, toutes catégories confondues. Il était 25 fois champion canadien. Puis Martin est nouvellement propriétaire de l'école FAST. Puis on va parler un peu de ce qui se passe à cette école-là. Premièrement, bienvenue. Ouais, merci, Pascal. Je suis très content d'être ici, même malgré mon retard. Désolé encore. Oui, l'école, comme tu dis, 37 ans. Michel c'est une légende. Il est aussi dans le Hall of Fame canadien. Puis moi, j'étais pilote en 99 quand j'ai passé pro. Puis Michel, pour l'année 2000, il m'a approché pour voir si j'allais commencer à aller à l'école. Puis donner des cours. Je suis allé la première journée, puis à la fin de la journée, il m'a donné un chèque. J'ai dit, c'est vraiment le fun, ça, je fais du bike, puis je fais payer. Fait que, c'est rare, ça, hein? Les pilotes font de l'argent avec la moto. Habituellement, tu dépenses toujours. Puis, non, j'ai trippé. Puis, Michel, on est super proches à cette heure depuis toutes les années. Fait que ça fait au-dessus de 20 ans, j'étais avec l'école depuis 2000. Puis, j'étais à ma quatrième année pour commencer comme instructeur-chef et propriétaire de l'école à Shannon. Puis toi, tu as coursé, on se connaît fait longtemps, tu as coursé amateur, tu as monté pro. Tu as été combien d'années en pro? J'ai fait l'école FAST, tous les niveaux en 96, 97, il y avait le championnat FAST à l'époque. En 98, j'ai passé amateur, j'ai fini troisième amateur. Puis en 92, j'ai passé pro, j'ai coursé 3 ans pour le championnat canadien pour Kawasaki et Canada. À l'époque, il y avait 3 classes de pro. Il y avait 600 Open Superbike. Moi, je faisais Open Superbike avec un ZX9 de 147 forces. Ouais, c'était pas le meilleur, mettons ça. C'était pas le meilleur. Mais c'est toujours, quand tu cours, c'est les meilleurs deals. C'est toujours ça. Mais c'était des bonnes machines. Puis j'ai été recrue de l'année 99 puis j'ai resté avec Kawal 2 années par la suite. Puis après ça, 25 crashs plus loin, puis plus d'argent dans mes poches. J'ai dit, finalement, je vais peut-être trouver d'autres choses. Mais j'ai resté dans le domaine, toujours trippé moto. Puis l'année d'après, j'avais lu ton bike. Tu m'avais passé ton bike 600. Ouais. J'avais coursé à Mosport en 600. Mosport, c'est un classique. Hein. Il n'y a pas tous les coureurs. Tu rêves d'un jour rouler là. Puis j'avais fait ça. Puis par la suite, là, plus tard, j'ai commencé à faire des track days, mais j'ai toujours été pas mal impliqué avec l'école. Surtout les 10 dernières années, je faisais pas mal tout. Puis là, c'est ça. Après ça, Michel... l'été de la COVID 2020, là, j'ai parlé avec, puis j'ai dit, il voulait que ce soit moi qui achète, mais il n'était pas prêt avant. Puis je disais, Michel, je venais d'avoir, j'étais pas le bord d'avoir 50. J'ai dit, Michel, je trippe avec l'école, je veux faire ça, mais je suis prêt là. Puis 2 jours après, il m'appelle, il dit, parfait, Martin, on fait ça. Puis à l'automne, octobre 2020, ça a été fait. Puis on commence, comme je dis, on commence notre 4e année. Là. Puis là, on va parler de l'école. L'école FAST, ça fait longtemps que ça existe. C'est basé principalement à Shannonville. Vous êtes basé là-bas? Oui, absolument. Avant, il y était une époque, Michel voyageait, on a encore la remorque. Mais tu sais, loader des bikes, plus amener des cuirs, des casques, des gants, puis tout, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est de l'ouvrage. Puis après ça, tu as toujours le risque, si un pépin avec la remorque, bien là, tu perds tout ton équipement pour ta saison. Fait qu'il y avait toujours ça. Fait que depuis plusieurs années, là, on ne voyage plus. On a un beau setup. Justement, on est en train de faire un nouveau garage à Shannonville. Puis c'est réellement notre maison mère, c'est à Shannon. Tout un équipement est là. Mon mécano à temps plein, il est là. On a un super beau setup. On a une classe de cours. On a aussi une classe pour tous nos équipements. Les cuirs, à l'école, tu peux arriver avec tu arrives habillé comme ça, puis on t'habille de la tête aux pieds, on va fournir la moto, ou tu peux arriver avec ton bike, puis tout ton équipement. Fait qu'on a toujours resté à Shannonville. C'est central, c'est 2h15 de Toronto, 2h15 d'Ottawa, puis 3h de Montréal. Fait que c'est facile d'accès. C'est facile d'accès, puis c'est un bel emplacement. La piste est belle. Il y a beaucoup de configurations aussi à Shannonville. Je pense que vous utilisez 2 configurations. On utilise quasiment toutes à cette heure, mais mettons pour les niveaux 1, niveau 2, on utilise la piste la plus courte, la piste originale, la piste Nelson, qui est 7 courbes de 1,8 km environ. Puis de cette façon-là, bien, si on commence ça, c'est la plus grosse piste. Ça fait que le long bout droit à l'arrière, passer 6 vitesses, la première fois que tu embarques à la piste, c'est peut-être pas la meilleure chose. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Fait qu'on garde ça, c'est les 2 niveaux, on garde ça sur la piste en avant. Niveau 3, on est sur la Pro Track, l'extérieur.
niveau 4, la long track. Puis depuis 2 ans, on fait une phase air pour les personnes qui veulent faire plus de track day ou les coureurs. Fait que on fait ça sur la Fabi, l'extérieur. Nos petites pistes à l'arrière. Fait qu'on a beaucoup de configurations. C'est ça qui est intéressant. Tu viens, après ça, tu t'améliores. Puis on grossit. On va sur une piste plus grande, un petit peu plus rapide. Il faut être un petit peu plus technique. Mais aussi, il faut comprendre que quand même aujourd'hui, à l'époque, les premières fois, l'école s'appelait Fast Racing School. Puis là, Michel trouvait que c'était trop l'emphase sur la course. Puis c'est réellement ça, parce qu'au bout du compte, il y a un faible pourcentage de gens qui vont venir par faire la course. Mais je dirais que 80% de nos clients, c'est monsieur, madame, tout le monde qui font de la rue, puis ils veulent juste s'améliorer, puis confiants. C'est une journée chez nous, tu vas faire 250 courbes. Là. Fait que quelqu'un qui dit « j'ai de la misère des courbes, pencher la moto, je suis pas à l'aise, je suis pas confortable ». Là, tu vas en savoir, tu vas l'apprendre un peu plus. Tu vas l'apprendre, puis le coin 2 va tourner à droite toute la journée. Là, ça ne change pas, fait que tu t'améliores tout le temps. Fait que demander, tu es plus confiant. Puis tout ce qu'on apprend sur nos bikes ou avec votre propre moto, ça se transfère sur n'importe quelle moto de rue par la suite. Là. Puis c'est ce qui est le fun, parce que sur une piste, parce que je n'ai fait quand même pas mal, ce qui est le fun, c'est que tu fais tout le temps le même parcours. En faisant le même parcours, c'est facile de t'améliorer. Tu sais, sur la route, les gens qui arrivent sur la route, à un moment donné, disent « Hey, je connais un beau coin. » On parlait avec des clients, justement, Tail of Dragon, 350 curves en 11 000. C'est correct, mais tu ne peux pas te souvenir de toutes tes curves. Quand tu as un circuit avec 7-8 courbes, ben, c'est facile de se rappeler et de s'améliorer là-dedans. Puis après ça, ben, tu vas trouver des courbes similaires à ce que tu as pratiqué. C'est ça qui est le fun sur un circuit fermé. Absolument, puis c'est ça. Puis chaque coin, chaque tour, tu t'améliores. Oh, tu peux freiner un petit peu plus tard, tu peux prendre ta courbe plus grande. Moi, je dis toujours aux étudiants d'utiliser le plus de pistes possible. Si on regarde les courses à la TV, là, les gars ils partent du vibreur d'entrée jusqu'au vibreur d'extérieur. Ils pourraient rouler sur 12 pouces d'asphalte. Fait que c'est vraiment la même chose dans le chemin. Tu veux venir plus à l'intérieur que dans une courbe, mais quand tu ressors de ta courbe, souvent les gens qui vont dépasser la ligne jaune en sortant de courbe, ben, c'est parce qu'ils n'ont pas contrôlé leur vitesse en entrant. Puis c'est la même chose sur un circuit. Là, sur un circuit, tu peux le pratiquer, contrôler ta vitesse. En moto, c'est l'expression anglophone, c'est slow in, fast out. Il faut que tu contrôles ta vitesse, l'ajustement de vitesse en rentrant de courbe. C'est la même chose sur le chemin pour être capable de sortir plus fort. Si tu arrives en bonne même sur le chemin que sur une piste, puis tu dépasses ton entrée, ta courbe, bien là, tu vas overshooter, puis là, c'est là que les problèmes arrivent. Là, c'est dangereux. Exact. OK. Vous autres, à l'école, vous avez le circuit, vous êtes basé là, une classe intérieure, les cuirs, tu parlais les casques, fait qu'on peut arriver là à rien. Vous utilisez quoi comme moto? Nos motos, on est avec Suzuki, Kawa et Yamaha. Cette année, toujours été axé sur les 600 Super Sport. Les R6 qu'on a encore, mais habituellement, on changeait aux 2 ans, mais là, les R6, ils ont arrêté en 2020, fait que là, on les étire. C'est une bonne moto qui est populaire. On a les Suzuki GSXR 600. On a les Kawasaki ZX6. Cette année, ce qui est nouveau, on avait des 750 de Suzuki. Là, on les change pour le niveau 8S, 8R, 800cc. C'est une moto plus de route, mais... C'est ça, le 8R est quand même un petit peu plus axé sportif. Fait que je ne disais pas, on est supposé recevoir lundi. Okay. C'est pour ça que j'étais à Shop cette semaine pour faire un peu de la place pour avoir les nouvelles motos. Puis on a aussi des 400, quelqu'un qui est un petit peu plus... un plus de challenge vertical. Oui, c'est ça. Il manque sa longueur un peu avec un 400, ça marche bien. La selle un petit peu plus basse, moins puissant, mais sur la petite piste, le 400, il est réellement le fun. Puis quelqu'un qui roule bien avec la 400, il va dépasser des 600 pareil. On a vu qu'on n'a pas la puissance du bout droit. Là. Puis au niveau des pneus, vous faites quoi? Bien, cette année, un gros changement. Je parlais beaucoup l'année passée avec Bridgestone qui sont arrivés au championnat canadien. Nous autres, FAS sont impliqués aussi dans le championnat canadien à des événements. Depuis que j'ai acheté l'école, on fait le hard charger pendant les courses. Okay. Fait que le pilote dans la course en superbike, c'est le plus amélioré durant pendant la course, plus loin qu'il est amélioré. Puis il revient. Fait que c'est un peu ça. Puis je trouvais qu'il y avait une bonne synergie avec eux. Puis il était intéressé. C'est toujours qui nous ont approchés. Puis je trouve que ça allait bien avec ça. Puis FAS a déjà été, quand j'ai commencé, c'était les plus Bridgestone qui étaient avec FAS. Fait que j'étais content de revenir avec eux. Ils s'impliquent dans le sport canadien. Ils sont là pour plusieurs années. On a un contrat avec eux pour plusieurs années. Puis là, il y a un nouveau pneu nous, on utilise quand même des pneus de route. C'est le S23. Okay. Que n'importe qui peut acheter chez leur dealer, mettre sur leur bike. La raison que je dis ça, c'est que c'est un bon pneu qui colle. Mais aussi, nous, on roule, c'est... pluie, pas pluie. Beau temps, mauvais temps. Ça roule. Fait que ça prend des pneus qui évacuent de l'eau. Puis pour ça, si ça rend un intermédiaire ou un semi-slick, bien là, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas.
Fait que c'est pour ça qu'on travaille avec ce genre de pneus-là. Puis on les a testés, on n'a pas sauté là-dedans aveuglément. On les a testés à l'automne. Alex Dumas, qui est un de nos instructeurs, l'a essayé. Sean, Dan, moi aussi je l'ai essayé. Puis c'est vraiment un bon pneu, ça colle. On ne l'a pas essayé, ça appuie, mais c'est en plus l'avantage de Bridgestone aussi, c'est qu'ils sont reconnus pour des pneus d'endurance. Ils ont gagné beaucoup de championnats d'endurance. Puis ce qu'on a pu voir un peu à date, c'est qu'il y a un petit peu plus de longévité. Okay. Fait que ça va être bon pour nous. Puis c'est toujours, finalement, c'est la grippe. Il faut qu'il y ait la grippe. Là. Puis là, ça vous prend des pneus qui sont quand même assez frais. Là. J'imagine que vous les changez assez souvent, les pneus? Les phases 1 et 2, ça dépend toujours. Les journées qui mouillent, on utilise un peu moins de rubber. Là. Mais c'est sûr que puis les journées que c'est phase 3, 4, que les gens sont plus habitués, plus rapides, bien, s'il va plus vite, tu manges un peu plus de pneus. Fait que on s'ajuste, mais je dis toujours aux étudiants, puis toute personne que je croise dans des track days, il y a deux affaires que tu ne cheapes pas quand tu fais de la moto, c'est ton casque puis tes pneus. Toutes les sacoches, les pipes, tout ça, c'est rien de sécuritaire. Là. Tes pneus, il faut qu'ils tiennent sur l'asphalte. Puis ton casque, si tu tombes, il faut qu'il fasse la job. Les beaux cocos, là, tu veux garder ça tête. Là, ouais, fait qu'un casque un casque à 200$, là, ça ne va pas le job. Puis là, la clientèle là, qui vont chez vous, là, moi je sais, j'ai déjà été, j'ai vu du monde, j'ai vu des jeunes qui avaient le goût d'aller s'énerver un peu, mais j'ai vu du monde un petit peu plus âgé, du monde de tous les âges qui s'inscrivent. Absolument. Puis même là, dans les dernières années, là, je pense que ça a même augmenté. Je dirais même notre range, là, c'est peut-être... On en est plus jeunes, on en est plus vieux, mais 35-60. OK. 35-60, là. Et on a des jeunes des fois, mais souvent, c'est quand même, c'est des sous, mais c'est des sous pour sa sécurité. Puis juste l'année passée, j'ai eu 3 ou 4 emails, puis un client qui est revenu que nous, on met beaucoup d'emphase sur le frein avant. Puis il y a un incident sur le chemin par la suite que s'il n'y avait pas eu l'expérience, la confiance d'utiliser beaucoup de freins avant, il aurait peut-être été impliqué dans un incident. Fait que là, ça y a sauvé la vie. Ça y a sauvé un incident. L'incident, oui. Fait que c'est ça que nous, on pousse beaucoup là-dessus. Puis, c'est ça notre range d'âge. L'année passée, on avait deux messieurs qui sont venus, deux chums de longue date, 74. Fait que, quand même, hein? Un petit trip moto. Puis, chez nous, même quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, qui a une année d'expérience, tout le monde commence la phase 1. Même place. Sauf chaque jour, on fait 3 groupes. On fait 3 groupes de 12. Fait que maximum 12 motos en piste en même temps. Mais quand on s'inscrit en ligne, il y a un petit questionnaire. Fait que selon les réponses du questionnaire, moi, je regarde ça, puis là, je vais faire des groupes. Fait que je ne mettrai pas quelqu'un qui a un GSX-R 1000, puis il fait de la rue depuis 30 ans, puis qui est plus agressif. Tu regroupes le monde qui... C'est ça, avec des gens qui commencent, plus timide, puis ils veulent l'initiation. Fait qu'on fait des groupes réellement, là, que ce soit homogène de chaque groupe. OK, c'est bien. Puis, fait que là, une journée normale, ça commence comment? Je sais qu'il y a une bonne formation, pareil, théorique qui est là, qui est enseignée. Puis après ça, on fait quoi? Bien, on commence, c'est ça. On arrive, mettons, à 8h encore le matin. À 8h30, on commence je fais une partie théorique d'à peu près 1h15, 1h30. On parle réellement des techniques qu'on va pratiquer dans la journée. Il y a des choses que beaucoup de personnes... Souvent, c'est les gens qui ont 20-25 ans qui ont plus de misère parce que là, ils ont 25 ans de mauvaises habitudes qu'il faut les aider à corriger. En une journée. En une journée. Fait que souvent, il y en a gros qui ont de la misère avec ça. Fait que nous, c'est ça, l'emphase. Si c'est une journée qui est sec, c'est 100% frein avant. Fait qu'on travaille là-dessus. Fait que souvent, les gens sont habitués au frein arrière. Fait que là, on les essaye de le pratiquer Parce que plus que tu vas freiner, plus tu t'en viens bon dans la journée, la moto, elle se transfère tout son point en avant. Fait qu'il y a un point que le roue arrière n'apporte plus de valeur. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on focus beaucoup sur le frein avant. Fait qu'on fait une partie théorique jusqu'à 9h30 environ, 10h15. Après ça, chaque groupe va s'habiller. Ceux qui ont leur propre vêtement peuvent mettre leur propre vêtement. Ceux qui descendent voir Patricia, qui s'occupe de toute la salle de vêtements, on doit avoir 150 cuirs. On a au-dessus de 100 casses à rail, cuir Joe Rocket, des bas Joe Rocket. Les gants aussi Joe Rocket et Five. Puis après ça, on s'installe. C'est moi qui fais la partie théorique. Après ça, on reparle pour rembarquer sur la piste. La partie de sécurité que j'ai faite en haut, je la refais en bas parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent. Ils ont oublié. Les 3 étages, la lumière a fait off, mais il y a beaucoup de monde qui sont anxieux un petit peu, puis sont énervés, fait que le cerveau... Fait que c'est pour ça que faire un cours le matin théorique de 3 heures, là, il serait déporté. Là. Fait qu'on fait ça, on garde ça simple. Réellement la base, après ça, on parle un petit peu de la partie sécurité.
Puis, une fois qu'ils sont en piste, là, quand ils reviennent chaque fois qu'ils sortent de piste, là, il y a un instructeur de chaque groupe qui va leur parler, les expliquer des choses. Fait qu'on commence à suivre l'instructeur. Le matin, on fait, mettons, chaque jour, on fait 7 sessions. Fait que les 2 premières sections de la phase 1, la session de la phase 1, on fait ensuite l'instructeur. Fait que aussi, on fait des petits groupes. Fait qu'il y a un instructeur pour 2 ou 3 élèves en arrière. OK. On fait des tours de piste, s'améliorer. C'est pas comme en karting que tu l'essayes et tu mets 2 roues en dehors sur le gazon. C'est pas bien grave, mais... C'est pas bien grave, là. À moto, ça va brosser un peu. Là. C'est ça. Fait qu'on faut apprendre la piste avant, il faut marcher avant de courir. Fait qu'on fait ça. Puis après ça, là, on fait un exercice de freinage. On monte les vitesses, 3e, descend 3e, puis on freine. Ça a l'air extrêmement simple, juste en ligne droite. On fait ça sur 4 sections sur la piste. Puis ça a l'air simple, mais c'est la mécanique, tu n'es pas habitué, puis c'est des choses qu'on demande de corriger. Des fois, ça prend un petit peu de temps à venir. Mais après ça, on travaille là-dessus. Puis tout le reste de la journée, après ça, on fait des séances. Il y a des séances qui vont seuls en piste. Quand ils sont seuls en piste, là, encore une fois, j'ai des instructeurs du groupe qui vont dans un coin prendre des notes, puis qui revient, il donne un petit debriefing à chaque. Puis après ça, il me reparle, des choses à pratiquer. Tel coin, on a des choses, un coin droit, coin gauche. Le 5 sur la Nelson, c'est comme quasiment 360, 270 degrés. Fait que ça tourne, ça finit plus de tourner. Fait que souvent, les gens, tournent trop vite. Fait que, ça prend 3 ou 4 fois faire ta curve puis essayer de corriger ça. C'est ça, jouer sur le gaz. Fait qu'on essaie d'être smooth sur tout. En moto, que ce soit sur la rue, en course, si tu es agressif, puis plus tu vas aller vite, regarde, mettons, Alex, champion canadien, tu le regardes, il n'a pas l'air d'aller vite, mais il est sur le gaz. Là. Mais c'est parce que les transitions de le roll-off, fermer le gaz, le frein, tu ne peux pas être violent puis tout lâcher sur le coup. Il faut toujours, il y a une transition à faire, puis c'est ça qu'on essaie d'habituer nos étudiants. Surtout les nouvelles motos en plus, parce que les motos, ils ont un paquet de technologies qui peuvent t'aider à améliorer ça. Fait que si tu n'es pas capable de te contrôler d'avance, la moto, elle va contrôler une partie, mais il va être trop tard, mais que tu passes ce point-là, va être déjà trop tard. C'est un bon point ce que tu t'apportes, parce que, mettons, chez nous, à cette heure, les motos, même les 600, les ABS, ce sont les gardes, il y en a qui ont des quick shift. On débarque ça. On n'apprend pas avec un automatique. Là. Tu ne peux pas apprendre là-dessus. Old school, à clutch, puis tu t'en sers. Puis après ça, tu vas t'habituer avec ça. Puis n'importe quelle moto, après ça, tu vas prendre sur le chemin, une vieille ou une nouvelle, tu vas être bon dans ça. C'est la base de commencer avec la clutch, puis l'embrayage. Ouais. Puis travailler avec ça. Bien, et toute la technologie aide beaucoup à certains pilotes, mais si tu ne sais pas comment ça fonctionne à la base, c'est sûr que c'est un méchant défi après parce que, tu sais, on a roulé des motocross, on a roulé plein d'affaires différentes. C'est sûr que là-dessus, tu en as moins de technologie de contrôle de traction pour ces affaires-là. Fait que tu arrives sur un gros bike à 180 forces avec un contrôle de traction, c'est facile, mais il faut que tu comprennes comment il marche le contrôle de traction. Tu sais, nous autres, on avait un contrôle de traction, il est là, tu sais. C'est toi qui le contrôle. C'est ça que j'explique aux étudiants, même si ceux qui prennent le porte-moto, qui ont toutes les assistances électroniques, quand tu es bien penché, c'est là que ça se passe pareil. Même si tu es violent, tu ne peux pas tout sauver avec ça. L'électronique peut tout à un moment donné, il y a une certaine limite. Fait qu'après ça, c'est comme tu dis, dans le poignet, c'est le contrôle de l'accélération. Fait que combien de sorties par jour? 7 sessions? 7 sessions d'après 10-12 minutes. OK. À un moment donné, on essaie de les faire un petit peu plus longues, mais c'est dur. C'est dur physiquement, mais mentalement. Ton cerveau, il fait de la géométrie, il calcule les angles, calcule le point de freinage, les comptes de freinage, l'entrée, les pecs, la sortie, l'accélération. Fait que physiquement puis mentalement, c'est épuisant de faire de la moto. Fait que les gens disent, en fin de journée, par exemple, surtout tu prends une journée juillet là, qui fait 32, 33, là. Tu vois que après tu as fait tes 7 sessions, puis j'ai souvent des gens, je dis, regarde, la dernière session, tu peux y aller, tu coupes 80%, puis si tu ne sens pas, si ton focus n'est pas là, c'est comme ta dernière journée dans le ski, là, la dernière fois, c'est tout le temps les événements que c'était plus fatigué, moins alerte, c'est pas le temps d'avoir un incident. Là. Les gens, tant qu'ils font la phase 1, phase 2, phase 3, c'est consécutif. Fait que, je veux dire, les personnes qui s'inscrivent cette année font la phase 1, l'année prochaine peuvent faire la phase 2, pas obligé de faire ça en 1 an. Non, absolument pas. Non, absolument pas. Tu peux, Non, c'est vraiment chaque phase, on a 4 niveaux. Chaque phase, c'est une journée, mettons, de 8,5 à 5. Puis, vous pouvez le faire une journée à la fois. C'est sûr, si on en revient plus tard, bien, des fois, le refresh n'est pas là. C'est pour ça, mettons, 70% de nos étudiants vont faire 2 jours. Ils vont faire la phase 1, phase 2. Surtout que quelqu'un qui se déplace de Drummond ou de Montréal, tant qu'à faire 3 heures, 3 heures et demie, bien, tu repasses la nuit, tu fais 2 jours. Puis le gros avantage aussi de ça, c'est que le lendemain, ce que tu as appris la veille, c'est frais dans ta tête, puis tu connais la piste. Bien sûr, ça va venir
un mois plus tard ou l'année d'après. Là, il faut que tu réapprennes un peu la piste, puis tu retrouves ton mojo de la veille. Ouais. Tandis que là, la deuxième journée où tu as fini, tu commences là. Tu commences là. Tu repars presque à la même place, puis tu es correct. Là, c'est ça. Puis la phase 3, bien là, on change de piste. Fait que souvent, les gens recommandent s'ils reviennent l'année d'après, tu refais la phase 2 parce que tu connais la piste, tu remets dedans, puis le lendemain, tu apprends une nouvelle piste qui est plus rapide. Fait que 3 groupes de 12 par jour, ouais. 36 élèves. Vous êtes combien d'instructeurs en même temps sur la piste? Bien ça, c'est chaque groupe de 12 a son propre instructeur. On a 3 instructeurs. Chaque groupe a son instructeur, mais on a un instructeur d'Asper qui s'occupe pour suivre l'instructeur. OK. Fait que parce que je veux pas qu'il y ait 4-5 personnes en arrière d'une moto, l'instructeur, là, tu peux pas suivre. Fait que le maximum qu'on va faire, c'est 3. Fait que 2 ou 3. Puis le quatrième instructeur qui est comme super, bien lui, il va être là pour diviser un peu là, pour qu'il y ait moins de groupes. Les groupes sont plus petits quand on est en piste. Puis après ça, durant la journée, bien c'est ça, moi, il me rencontre. Arrêtez, c'est comme un segment de 30 minutes. Fait que c'est moi qui les prépare pour leur session. Ils embarquent à 10 minutes. Après ça, ils débarquent. Ils font leur 10 minutes de débrief avec leur instructeur. Puis après ça, moi, je les prépare pour leur session. Okay. Fait que ça bouge toujours. Il n'y a pas de temps mort. L'année passée, à regarder tes chums virer, ça. Puis le midi, un tri-day prend 1 heure. Nous autres, je prends, mettons, une demi-heure, 40 minutes. L'année passée, on se l'est fait dire, toujours des points que je rends toujours les gens. Puis un gars, il dit, ouais, mais parce que moi, je viens de partir de mon Barbie, je voulais faire un petit steak à midi. Bien, je dis, ben là, c'est parce que t'as pas le temps. Là. Non, ça bouge plus vrai. C'est ça, la prochaine fois, t'as demandé des sandwichs. Ouais. Mais, ouais. Tu parlais de track day. Là, cette année, vous commencez à faire des track day. Oui. Fait que tu organises tes propres track day à Shannonville. À Shannonville, c'est ça. J'avais beaucoup de clients qui disent, ben ils aiment ça avec notre équipe, avec la gang de face, nos instructeurs. Puis ils disent, ça serait fun si on pourrait faire un track day avec vous autres. Fait que là, j'organise ça avec la piste. C'est le seul événement track day à Shannonville de tout l'été que samedi-dimanche. Okay. Habituellement, ils ont quelques samedis, mais qu'il y a 2 jours collés. C'est le seul, c'est la fin de semaine de la Saint-Jean. Puis on a le lundi aussi de la Saint-Jean. Ouais. Parce que ce qu'on va faire aussi différent, c'est sûr que ceux qui ne sont pas familiers avec la piste, je vais avoir des instructeurs là aussi pour faire un groupe, pour une initiation à apprendre cette piste-là. Mais aussi Alex Dumas qui va être là, il y a Tommy Casas qui va être là, il y a moi je vais être là aussi. Puis on va avoir des instructeurs je les appelle de location. Fait que quelqu'un qui dit je veux un one-on-one ou 1 ou 2 riders pas plus avec un instructeur pour la journée. C'est sûr qu'il va falloir qu'il débourse, mais il va y avoir des gars qui roulent au championnat canadien, là, des tops des tops. OK, qui vont être là pour encadrer, mettons, pendant le track day. Pendant le track day. Un genre de formation encore, mais c'est ça. Moins c'est ça. que... mais ça, il peut l'avoir. Fait que tu arrives là le samedi, tu sais, Martin, genre, j'aimerais ça un instructeur à moi pour la journée. Je dis, OK, Alex est disponible, je te loue Alex pour la journée maintenant. OK, c'est bon. Fait que c'est quelque chose qui est différent, que je pense pas qu'il y a d'autres places qui font ça. Puis aussi, nos instructeurs, moi, c'est très strict. C'est quand j'ai commencé avec FAST, l'instructeur, c'était tout le temps des pros. Puis moi, je fais la même affaire. C'est ça, quand course amateur, mais une fois que tu as coursé pro, tu as une coche de plus que l'amateur ne va pas avoir, surtout les lignes, comment comprendre, faire ton setup. Même moi, quand j'étais amateur, je roulais quand même je roulais bien. Ma première session pro, je me suis frisé les oreilles comme... Ça va vraiment plus vite. Oh, OK! Puis c'était dans le Shannon, c'était dans le coin 2. À l'extérieur, c'est break. Clairement, je n'étais pas à la bonne place. Fait que là, tu apprends, wow, OK, là, c'est un autre game. Tu apprends pour le vrai. Là, tu apprends pour le vrai. Comme tu disais tantôt, sur une piste, tu as à peu près 1 pied de large que tu peux te promener. Fait que, c'est pas... la piste, elle va avoir large, mais la ligne de course n'est pas tant large que ça. Fait que tant que les riders pros savent où passer, puis ils roulent tout le temps pas mal à la même place. Ouais. Puis après ça, c'est les dépassements, les freinages qui vont faire une différence. Mais la ligne de course est la même pour tout le monde, ou presque. C'est ça. Puis la ligne de course... C'est la partie plus importante. Une fois que tu as la bonne ligne, après ça, tu travailles tes entrées. Mais si chaque fois, tu arrives à ton entrée, mais tu varies de 2-3 pieds, là, ton angle d'approche à l'apex, c'est différent. Là. Tu ne seras pas à la même place au bout. Fait que ton freinage, ta vitesse, tout joue. Fait que si tu as toujours ta ligne parfaite, bien là, tu peux plus travailler parce que tu maximises ton arc d'entrée. Une fois que ça, c'est maximisé, tu ne peux pas aller plus large. Fait que là, tu peux juste améliorer ton freinage, aller plus loin, maintenir ta ligne, coucher la moto, toujours fixer ton apex pour être capable de contrôler ta vitesse, puis accélérer en sortant. Tu as nommé un paquet de bons riders qui courent au championnat canadien. Là. Ça se passe en Ontario.
C'est en français ou en anglais? Très bonne question. Bien, comme vous voyez, je ne suis pas un anglo. Puis je casse mon français quand même un petit peu. J'essaie toujours, nos instructeurs réguliers depuis Dan Leblanc, c'était pas un Acadien, c'est un Gaspésien qui était au Nouveau-Brunswick, en Ontario depuis plusieurs années, qui est instructeur depuis 25 ans chez nous, qui est bien sûr bilingue. Il y a Sean Hoffman, qui est ancien pilote pro aussi, qui est instructeur chez nous depuis 17 ans. Il y a moi. Puis là, il y a Alex. Fait que c'est sûr que j'essaie toujours d'avoir des instructeurs qui sont bilingues. La partie théorique le matin, je la fais en anglais. Sauf que quand je vois quelqu'un qui ressemble à un chevreuil, je vais poser des questions. Je dis, as-tu compris? Fait que j'ai pas de misère à recevoir des questions en français. C'est réellement... puis dans la journée aussi, quand je prépare les gens pour après, là, des fois, je mets toujours les francophones ensemble. Je dis, OK, on fait un petit débrief ensemble, des questions. Mais le rapport qu'ils vont avoir individuel, ça va être en français. Okay. Puis si jamais une journée que si Alex n'est pas là, puis j'ai un anglo qui le remplace, je vais m'arranger que je fais mes groupes, puis mettre les franco avec mes instructeurs qui sont bilingues. C'est combien de journées par année que vous avez de formation? Cette année, je pense on est à 22 jours, puis on a 3 jours de track day. Fait qu'un 25 jours au total répartis en juin, juillet, août, j'imagine. On commence, c'est sûr que le début de l'année, c'est plus fort. Les gens sont excités, la saison commence. On commence le 14-15 mai, avant la fin de la reine. C'est encore la fin de la reine, là, ça? Dollar, reine ou whatever. Puis on est la semaine suivante. Après ça, on est aux 2 semaines. Jour des Patriotes maintenant. Jour des Patriotes, c'est ça, merci. Fait que oui, en juin, on est plus serré, puis après ça, on est à peu près aux 2 semaines jusqu'à la première semaine de septembre. OK. Puis là, cette année, j'essaie de matcher ça aussi avec la du CSBK. Fait que l'année passée, on était la semaine avant du CSBK à la mi-septembre, mais là, ils sont revenus à la date de la fin du travail pour le dernier round. Fait que nous, c'est le championnat canadien, la dernière ronde, puis on est là tout de suite après pour faire 3 jours de phase. OK. Puis, c'est quoi la proportion entre la phase 1, phase 2, phase 3? T'as-tu un pourcentage? J'imagine que tu fais plus de phase 1 que de phase 2. Puis de phase 1 et 2, on est à égalité. Phase 3, mettons, je pense que c'est 8 jours chaque. Phase 3, on est à 6. Phase 4, on en fait seulement qu'une. OK. On en fait seulement qu'une. La raison de ça, c'est que la phase 4, effectivement, la phase 3 et 4, c'est essentiellement la même procédure, la même information. Sauf que la phase 4, c'est sur la long track, qui est 15 coins, 15 coins. Ouais. Fait que c'est au-dessus de 2 minutes. Fait que quand tu es dans le coin, l'instructeur est dans le coin puis qu'il attend que l'autre il repasse, c'est plus long. Puis, fait que pour donner des cours sur une longue piste, pour les instructeurs, c'est plus difficile parce que tu vois au moins tes élèves passer. Fait que c'est pour ça qu'on en fait. C'est plus comme ceux qui aiment venir à face puis qui aiment ça être avec nous, ils font phase 4 parce que c'est une piste différente, mais c'est plus dur d'enseigner à cause que la piste est trop grande. OK. Fait que, mettons, aller sur une grande piste comme Montsport ou à Calabogie, qui a 23 coins, il faut faire de l'enseignement, c'est extrêmement difficile. Là. Pour quelqu'un qui est déjà habitué, tu peux t'arranger, mais des gens qui sont la première fois qui embarquent sur une piste, là, ça serait trop. Là. Puis la technique aussi, tu sais, je veux dire, ce qu'on veut travailler, c'est vraiment la technique. C'est une école de conduite, tu es là pour apprendre, tu n'es pas là pour rouler vite. C'est facile de rouler vite, là, tout le monde est capable de le faire, mais de rouler bien, c'est pas le plus dur à faire. Là, puis c'est pour ça qu'une école aussi, souvent le monde, ils vont parler beaucoup de vitesse et ces choses-là, mais tu n'as pas besoin. La vitesse, ça va venir tout seul. Un coup, tu vas savoir comment conduire. À base de vitesse, tu sais comment conduire. C'est pour ça qu'en piste, le speedomètre, même à face, on est bon. Même ceux qui font de la course, le tachomètre, c'est l'RPM. La vitesse, si tu es d'un coin à 110, 120, ça ne change rien, c'est ton RPM. Il ne faut pas que ton RPM soit trop élevé que le moteur veut sortir de la boîte. Puis il ne faut pas que ce soit trop bas quand tu rembarques sur l'accélération qui est mort. Là. Fait que c'est ça. Il faut que tu écoutes ton bike, voir ton RPM, où est-ce que ton bike est à la bonne place. Pour quand tu sors de l'épex, quand tu traverses l'épex, tu peux accélérer. Puis avoir du moteur. Il ne faut pas que tu sois tout de suite pris à shifter. Ou la pire affaire, ça serait dans le shifter après le coin. Là, tu fais jamais ça. Ouais, là, t'es mal pris. Puis, en fait, en formule de course, tu ne ferais jamais ça. Fait que tu vas l'apprendre à ne pas le faire comme ça. Ouais. Fait que là, mettons, là, quelqu'un qui part du Québec, nous autres, nos clients, ils voyagent un peu partout. Des fois, il lui reste un petit peu d'argent. Là. Des fois, on ne les a pas tous pris l'argent. Hein, puis, on en reste un peu. Ils s'inscrivent en ligne, Oui, absolument en ligne. Sur le site c'est Fast Riding School. Oui, Fast Riding School. Puis, après ça, ils arrivent là-bas. Tu fournis manteau, ensemble de cuir, le casque, les gants, les bottes, la moto qui est récente, l'essence dedans, les pneus, tout, ça part toute la journée. Il amène son lunch.
Ils roulent toute la journée. Ils mettent son lunch. Il y a une cantine. La cantine, c'est la super bonne bouffe, les burgers, hot dogs, sandwichs, ces affaires-là, mais ils sont ouverts à l'année. Tous les jours de fête sont ouverts. OK. Fait que ça, c'est bien aussi. Puis, il y a possibilité de coucher à Belleville ou pas loin de là. Oui, on a une entente avec le Best Western de Belleville. Fait que si les gens qui viennent à face, ça va juste à nous demander. C'est sur notre site aussi, un promo code. Puis, fait que c'est ça. Comme tu dis, tu arrives chez nous. Patricia, le matin, on va demander aux clients, aux étudiants, si vous avez besoin de casque, tout l'équipement. Elle va prendre des notes. Parce que quand elle arrive, quand vous arrivez dans la salle, vous dites OK, le plus drôle de ça, souvent des gens de notre âge, quel grandeur de bottes? Ben, je sais pas. Oui, c'est ça. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas mis, je ne m'en souviens plus. Quelle grandeur de bottes? Fait que c'est ça. Fait comment la grandeur de bottes, le casque, les gants, puis on les habille. Puis si jamais il y a un trouble dans la journée, on a des casques à rail, des bons casques. L'équipement, ça nickel, c'est pas des affaires qui sont toutes patchées et tapées. Non, mais tu sais, c'est quand même, ça coûte des sous dans l'école. Là. C'est, mettons, quand qu'on fournit tout l'équipement, c'est 845 plus taxes par jour. Mais on fournit un bike récent, comme tu dis, l'essence, les pneus, l'usure, tout ça est inclus. Casque, cuir, bottes, gants. On inclut même une partie d'une assurance. Une assurance responsabilité de bris, mettons. Okay. Fait que si jamais quelqu'un il y a une chute, bien, le maximum qu'ils peuvent payer, c'est 699 plus taxes. Si tu tombes dans le pit, tu prends un levier, bien, on te pointe du doigt que tu es tombé dans le puits. Puis après ça, tu charges le levier. On change le levier. Mais si quelqu'un tombe en piste, brise le casque, puis arrache la roue en avant, puis ça coûte 4 000, bien, le maximum, c'est 700 $. OK. Mais la moyenne des crashs, c'est peut-être 1,78. C'est pas tout à fait 2 par jour, mais proche. Les journées de pluie, un petit peu plus de charge. Puis souvent, c'est pas des gros crashs. Souvent, c'est comme sur le chemin. Si tu tournes à droite, puis tu regardes le ditch, toujours le guide. Si tu regardes le ditch, tu t'en vas dans le ditch. Même affaire, c'est une piste de course. Fait que souvent, les gens, ils n'ont pas regardé à la bonne place, puis ils manquent d'asphalte, ils sortent du gazon, ils redressent le verre sur le gazon, puis ils tombent sur le gazon. Puis, il y a la possibilité d'acheter une assurance, j'imagine. Ben, c'est inclus dans le 845. C'est inclus, OK. Fait que le maximum qui peut arriver, c'est 700 $, si jamais ça prise. Ouais. Puis, fait que là, il reste-tu de la place pour cette année? Oui, il reste de la place cette année. Comme je disais, on est peut-être habituellement, on remplit à 6 semaines d'avis. Cette année, c'est un petit peu plus tard. C'est sûr qu'avec les taux d'intérêt, le monde a beaucoup de choses à payer avant de prendre des cours de moto. Mais ces cours de moto, c'est un trait de faire ça sur la piste, mais vous avez amélioré vos habiletés, prendre la confiance, puis ça se transfère. Je vois bien des super beaux bikes ici avec des valises et tout. Qu'est-ce que tu fais sur un 600 Super Sport? Tout ce que tu apprends, tu peux transférer ça sur un Harley avec des sacoches. La seule raison pourquoi c'est mieux de le faire qu'une motosport sur une piste, c'est vraiment juste parce que tout est mieux adapté pour ça. Non, c'est ça, exact. Mais sinon, toutes les motos font exactement la même affaire. Là. Des fois, ça a des limites, là, la hauteur, puis ça va frotter, mais sinon, le freinage, il est bon sur la majorité des motos, puis il n'y a pas de danger avec ça. C'est une bonne manière d'apprendre pour la rue, puis de la remettre en pratique. Ouais. Ben c'est bon, on va y aller. Moi, j'ai déjà réservé. Hein? J'y vais au mois de juin, puis ça va être vraiment le fun. Tu vas me faire mettre mon cul, je vais faire une couple de toi. Ça va être drôle. On va se rappeler dans le temps que ça avait de l'air. Ouais. Merci bien gros d'être venu. Merci de l'invitation, super. Puis on va espérer qu'on va fouler ton année avec notre podcast. Ben oui, ça va. Si les gens, encore une fois, tous les emails et les appels, ça vient directement à moi. Fait qu'il n'y a pas de gêne en français, puis ça va me faire plaisir de répondre à tout. Il n'y a jamais, comme le matin à l'école, j'ai toujours, il n'y a pas de questions stupides, il y a juste des crashs stupides. Oui, c'est ça. Pose les questions avant, c'est sûr que ça peut juste aider. Pas après, je vais te demander ça une fois qu'il y a la face pleine boîte. Bien, tu sais, j'ai des clients qui sont venus l'année passée avec moi, même cet hiver, puis qui ont fait l'école. Ah oui. Puis, tu le vois. Tu le vois, le gars, il ride, c'est le seul que, on est en moto-aventure, le gars qui m'a dit ça, il n'a pas tombé une fois, même pas une graphing sur le bike. Toutes les autres ont tombé au moins une fois. Lui, il avait 0 tombé. Il analysait toutes ces affaires qu'il faisait, il roulait super bien. Ça fait une différence. Là. On le voit, absolument. C'est surtout des fois, c'est comme tu disais tantôt, la vitesse. Moi, quand j'ai le premier, tu sais, ça fait plus que 20 ans, là, finalement, quand je faisais de la rue. Oui. Fait qu'il y a des choses que j'aurais peut-être pas dû faire, qu'aujourd'hui, je ne referais pas. Mais une fois que tu as fait de la piste, ça te fait comprendre un peu aussi la vitesse. Après ça, tu dis, c'est bon, les motos sont performantes. Tout ce qu'ils peuvent faire sur une piste, c'est clairement pas fait pour se promener dans la rue. Là. Pour faire ça sur la rue, c'est sûr. Même un peu un 600 sur la rue, là, au moins, j'ai vu pas mal de pauses à ce temps-là pour les licences, les permis vont changer, là, puis la cylindrique. Moi, je suis quand même d'accord à ça, là, que
quelqu'un à 18 ans qui vient de prendre ses licences puis qui s'achète un Superbike 1000cc, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Là. Non, puis même un 600, comme tu dis, c'est hyper performant pour dans les conditions de piste. Ce que ça peut faire, c'est incroyable. Les nouveaux 400, tu disais tantôt, c'est une piste avec un bon chauffeur, ça peut faire des miracles. Tu sais, je veux dire, à cette heure, là, la cylindrée, tu n'as plus besoin d'avoir des gros chiffres là, pour avoir de quoi de puissant. Non, c'est ça. Je suis content de voir aussi, mettons, dans 5 ans, tu vois les motos sur la route. Avant, c'était juste des grosses cylindrées. Là, tu en vois plein, là, des 400, des 500. Une couple d'années, les manufacturiers avaient commencé avec des 125, 250. Ça, c'était peut-être limite un peu. Trop petit. Mais là, c'est des 300, 400, 500. À partir de 300, c'est 400, le 100cc de plus, c'est une grosse différence. Nous autres, c'est ça, on avait des 300 kW avant. Puis le 400, là, c'est la différence est complètement le bag est différent. Au complet. Puis les suspensions sont meilleures dessus, les freinages sont meilleurs. Tout est mieux sur toute la catégorie 400cc. Puis il y en a beaucoup. Dans toutes les marques, il y en a à cette heure. Puis à cette heure, c'est ça, il n'y a pas de. Il n'y a pas de gêne. Là. Je sais qu'il y a beaucoup des fois que des gens voient c'est un beau bike, un Duke ou un BM à 30-35 000, mais comme premier bike, c'est. Non, c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu mettes les chances sur ton bord. Ouais. Les gens, je pense que ta première moto, ça ne sera jamais ta dernière moto. Fait que tant que tu sais que tu vas changer, ça te permet d'essayer des choses. Il y a un marché pour les revendre, les petites après. Là. Ah oui. Puis c'est peut-être un petit commentaire. Je vois souvent des posts au Québec, les prix des plaques sont chers. Mais les assurances ne sont pas trop chères. Nous autres, nos clients en Ontario, là, c'est catastrophique le prix. La plaque, elle ne coûte rien. Elle coûte peut-être 50$ à vie, là, je ne sais pas. Mais c'est les assurances. Quelqu'un de notre âge, là, c'est un bike sport, là, c'est 3 000, 4 000 d'assurance. Versus si ça va être 500. Ouais, le package, là, assurance plaque en Ontario, il est plus élevé que nous autres, peu importe c'est quoi le modèle. Là, il y avait un gars justement en Ontario, il avait 29 ou 30 ans, puis il y avait un Hayabusa, puis ça coûtait 550 par mois d'assurance. C'est comme 6 000 par année, là. C'est beau, gars-là. C'est fou, là. On est chanceux pareil. Malgré tout, on est chanceux. Malgré tout, c'est ça, exact. Bien, on va se voir cet été. Super. Bien content que tu sois venu aujourd'hui. Merci bien gros. Ouais, merci à vous autres, merci pour l'invitation. On se revoit au mois de juin. Ciao, merci tout le monde. Merci, salut.